Premier point, donc, l'Ukraine, conflit ukrainien au sens large. On est passé, je pense, très très près d'un désastre. Alors évidemment, on ne vous en parlera pas, il ne faut surtout pas affoler les populations, mais enfin quand même, on décide un peu de leur sort, n'est-ce pas, sans les tenir au courant des tenants et aboutissants, des risques qu'on leur fait prendre. Et je pèse mes mots, je pense qu'on est passé assez près d'une guerre ouverte, qui aurait très probablement quasi automatiquement dérivé vers un affrontement possiblement nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Ce que je vous dis est évidemment grave et on m'excusera de semer la panique, mais non. En fait, on n'est vraiment pas passé très loin de cette guerre entre les États-Unis et la Russie, mais aussi avec l'Europe et l'Amérique comme terrain de jeu. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a sauvé la mise. Depuis des mois, vous le savez, la pression monte, de la part de Kiev bien sûr, mais de la part des Britanniques qui sont véritablement des fauteurs de guerre assez redoutables, à la fois pour affaiblir l'Europe sans doute, depuis qu'ils en sont sortis, et puis bien sûr pour satisfaire leurs objectifs vis-à-vis de la Russie, et puis aussi bien sûr des pressions de tout le clan des faucons américains, Blinken en tête, le secrétaire d'État, Sullivan, celui qui dirige le Conseil de sécurité américain, même le chef de la CIA, Burns, qui était pourtant l'homme qui, quand il était ambassadeur à Moscou, avait compris que l'Ukraine était une ligne rouge pour la Russie et avait dit, avait essayé d'expliquer aux Américains, enfin, à la Maison-Blanche de l'époque, que niet means niet, c'est-à-dire, voilà. Quand on vous explique, c'est pas du blabla quand les Russes parlent. Bon. Donc, il y a eu des pressions depuis des mois et des mois pour escalader dramatiquement le conflit. Et évidemment, il y a d'autant plus de pression que c'est la déroute sur le terrain. Escalader dramatiquement le conflit en autorisant des frappes avec des missiles de longue portée, américains ou britanniques, dans la profondeur du territoire russe, donc près 2014. Alors, il y a donc cette pression, et cette pression, bien sûr, qui est augmentée par la déroute militaire sur le terrain, l'échec de la diversion de course, qu'on en a déjà parlé, l'augmentation du rythme de l'offensive russe dans le Donbass, ça va quasiment 2 fois plus vite, des frappes sur l'ensemble du territoire ukrainien, notamment sur tout ce qui constitue la logistique énergétique du pays lui-même, ce qui augure très mal de l'hiver. Ajoutez à ça le contexte de la campagne présidentielle américaine, donc il s'agit de ne pas paraître faible, naturellement, vis-à-vis de la Russie, et donc de faire de la surenchère. Surenchère des démocrates, surenchère naturellement de Kamala Harris, et tout ça, ça donne des ailes aux délirants de la Maison-Blanche, de la CIA, etc. Alors je fais une incise avant d'aller plus loin, parce que je trouve qu'il devient vraiment insupportable, en fait, de devoir subir, jour après jour, la bêtise crasse, la bêtise enquistée, l'ignorance, l'inconscience des va-t-en-guerre en charentaise qui peuplent nos plateaux et nos réseaux sociaux d'ailleurs, qui travaillent ou pas directement ou pas pour l'Ukraine, mais en tout cas qui ne travaillent pas pour l'intelligence des choses ni l'intelligence des situations, et qui nous rebattent les oreilles sans arrêt d'une victoire ukrainienne possible, évidemment, n'est-ce pas, dans ce conflit, et de l'évidente nécessité, en conséquence, non seulement de continuer à fournir de l'argent largam à nu, dont on ne sait pas très bien où il va, mais il disparaît très largement en tout cas, mais des armements au régime de Kiev, qui n'a même plus aucune autorité légale, en passant, je le rappelle, et de l'autoriser à effectuer des attaques sur la Russie en profondeur, parce que ça n'aura même pas de conséquences pour notre sécurité. Il se trouve des gens pour expliquer que les Ukrainiens peuvent très bien activer, cibler, tirer avec des armes américaines sans avoir besoin, en fait, du feu vert concret, pratique, américain pour chaque frappe, pour chaque cible. Voilà, c'est un mensonge énorme, mais ça continue, on continue à le dire, on explique qu'on le sait, etc. Bon, ceux dont je parle se reconnaîtront, je pense, s'ils m'écoutent.
Parallèlement, il y a une espèce de discours d'ambiance sur le thème mais on n'en a pas fait assez pour l'Ukraine, trop peu, trop tard, jamais comme il faut, c'est de notre faute si les Ukrainiens n'y arrivent pas, bref, on doit continuer à les soutenir, etc. Donc je rappelle que la déroute militaire est de plus en plus claire, y compris à Koursk, que le régime lui-même de Kiev est en pleine déroute politique et multiplie de plus en plus des attaques assez désespérées sur les civils dans l'espoir de les terroriser pour faire en sorte qu'ils lâchent le pouvoir de Vladimir Poutine. Bon, ça c'est voilà, c'est encore une utopie, un fantasme. Selon les Syriens, alors vous me direz, c'est les Syriens, donc les Syriens, ça ne vaut rien, ce qu'ils disent ne peut être que mensonge, etc. Enfin, en même temps, si on n'écoute que ceux qui pensent comme vous, on est sûr de devenir sourd. Donc les Syriens expliquent quand même que, notamment le renseignement militaire ukrainien, en tout cas l'armée ukrainienne et donc le régime de Kiev, recrute activement des terroristes islamistes en Syrie, dans la poche d'Idlib, qui est un nid, hein, un nid résiduel savamment entretenu par les uns et les autres, d'islamistes, d'Al-Nosra, de Tahrir al-Sham, enfin bon, de toutes les boutures, n'est-ce pas, d'Al-Qaïda finalement. Et donc que tout ça, ça recrute pour que tous ces gens-là viennent faire des actes terroristes en Russie ou contre la Russie ou participer à l'affrontement. Bon, tout ça, c'est bien. Et évidemment, à Washington, à Londres, à Paris, à Kiev, on refuse d'admettre que la Russie, en fait, ne pliera pas. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'en fait, ce qu'on lui propose, c'est juste sa fin. Donc, comment voulez-vous qu'elle plie ? Surtout qu'elle est en position de force. Bon, c'est tellement évident. Le raisonnement qui est proposé à l'Ouest est tellement imbécile. Mais bon, malgré tout, ça se poursuit. Poutine négociera si on terrorise son peuple, ça c'est ce que raconte Zelensky, Urbi et Orbi. Il se sentira affaibli. Bon, enfin, bref, on fait semblant de ne rien comprendre ou alors on ne comprend rien, c'est affligeant. Poutine, il a un mandat clair, il a un mandat massif, on peut en penser ce qu'on en veut. Ça ne fait aucune différence, c'est une réalité. Donc, l'immense majorité du peuple russe lui a donné mandat de le défendre, de défendre la Russie contre, désormais quand même, une offensive assez nette, assez claire de la part de l'Occident via l'Ukraine. Donc, il faut vraiment, c'est vraiment parce qu'on vit dans cette réalité alternative et parce qu'on méprise l'adversaire russe, la force du pouvoir russe, la résilience du peuple, la légitimité populaire du régime, le niveau de conscience politique du peuple russe qui n'est pas celui de nos populations, on ne saisit pas de telles évidences. Et moi j'ai du mal. J'ai du mal à comprendre pourquoi on ne comprend pas. Mais bon, la Russie n'est pas pauvre, la Russie n'est pas faible, elle est encore moins isolée. Alors ça c'est le mensonge suprême, c'est la Russie est toute seule. Ah bon ? Mais c'est nous qui sommes seuls. Il est vraiment très très urgent de comprendre ça. Donc voilà, la Russie, c'est une puissance certes inquiète, certes qui subit aussi de lourdes pertes, à qui cette opération militaire spéciale coûte très cher, mais elle est déterminée. Elle ne va pas s'arrêter, ne serait-ce que parce que ça lui a déjà coûté extrêmement cher, y compris en hommes. Même si le ratio est de 1 à 5 ou de 1 à 6, entre les pertes des forces ukrainiennes et des forces russes, il faut comprendre que ce n'est pas rien. Ça veut dire peut-être plus de 100 000 morts côté russe. Donc, on ne veut pas admettre l'évidence de notre défaite, de celle des forces armées ukrainiennes, de l'impossibilité mathématique de renverser le rapport de force en hommes ou en matériel, à moins d'un engagement de toutes les forces de l'OTAN, donc d'une guerre générale. Mais à Washington comme à Londres, on continue à dire que ce ne sera même pas nécessaire car Poutine bluffe. Il a peur. Bon, donc en fait, quand il dit qu'il va faire des représailles, c'est du flan, pour être familière. Donc le discours, c'est « il est légitime et possible de poursuivre l'escalade pour l'affaiblir politiquement en frappant en profondeur le territoire russe et ça n'aura pas de conséquences militaires ni sécuritaires pour l'Europe ou les États-Unis. » Bien sûr. Voilà. Eh bien voyons. Voilà. Donc c'est un mensonge éhonté, on flirte déjà avec la co-belligérance depuis longtemps et on croit pouvoir continuer.
Et dans une situation aussi volatile, aussi délirante, au moment où on devrait, tous nos efforts devraient tendre à faire baisser la tension, à saisir la fenêtre d'opportunité avant l'hiver pour jeter les bases d'un règlement équitable, on continue dans le délire. On ignore le soutien d'une grande partie du monde à Poutine et on doit toujours subir les mêmes inénarrables incompétents et inconscients, propagandistes qui sont rengorgés de haine, rengorgés de vanité, rengorgés de bêtises, qui racontent n'importe quoi, et contre tous les spécialistes anglo-saxons les plus sérieux, à la cheville desquels ils n'arriveront jamais, mais bon, on ne les écoute pas, et surtout, on ne vient pas dire aux Français qu'ils existent, n'est-ce pas? Voilà, donc il n'y a que les gens qui s'intéressent vraiment aux questions, qui se renseignent et qui entendent ce qui se passe en vrai. Et il n'y a pas besoin d'aller sur RT, Sputnik ou je ne sais quoi pour avoir accès à ces informations. C'est sur YouTube, hein, c'est accessible à tout le monde, y compris aux journalistes de LCI. Voilà. Le mensonge, c'est, voilà, les Ukrainiens peuvent décider tout seuls de leur cible, les localiser tout seuls et les frapper tout seuls, sans l'aide des Américains. Donc on va les laisser faire et on ne sera pas engagé dans une guerre frontale contre la Russie, on ne risque rien, etc. Donc voilà, je ne sais pas si tous ces gens se rendent compte de leur furie idéologique, des risques qu'ils font courir à leurs concitoyens et à l'humanité entière en général, aux populations européennes et américaines en particulier, sans parler, en ce qui nous concerne, des Français, n'est-ce pas? Donc, je rappelle que les ATACMS, comme les Storm Shadow, qui sont construits par MBDA, entre nous, ont besoin pour la localisation, le ciblage, le tir, des clés de codage qui sont strictement américaines s'agissant des ATACMS, et aussi de tous les systèmes de renseignement satellitaire et de GPS de l'OTAN et des États-Unis. Donc les Russes l'ont dit plusieurs fois, et la Poutine vient de le dire, de le redire très clairement, ils le savent puisqu'ils ont capturé un ATACMS intact et aussi un Storm Shadow intact, et qu'ils ont pu minutieusement étudier comment ça se passait, les conditions d'emploi, notamment au niveau des clés de cryptage, qui sont changées fréquemment, etc., etc. Donc, autoriser l'usage de ces armes, c'est pas juste dire aux Ukrainiens « faites ce que vous voulez, on ferme les yeux », c'est participer, sans équivoque, quand on est les États-Unis, à la guerre contre la Russie. Donc, il faut juste arrêter de croire qu'on joue aux billes en Ukraine, avec les crânes des Ukrainiens, naturellement. Alors, Dieu merci, tout ça, c'est pour en arriver enfin, cette digression, mais qui n'est pas vraiment une digression, qui est quand même... qui exprime non seulement mon indignation, enfin, c'est plus que de l'indignation, mais mon inquiétude. Mais bon, en l'espèce, aujourd'hui, enfin là, au moment où je vous parle, il y a manifestement encore au Pentagone et même à la CIA, même si ce n'est pas au niveau de Burns, quelques individus doués de raison qui ont retourné le sablier, voilà, tout simplement, et qui ont dit stop, voilà, on arrête les frais, on arrête pour l'instant, et on cesse nos enfantillages dangereux. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que manifestement, ça y est, c'est monté au cerveau. Il y a eu une série d'avertissements russes extrêmement explicites, sans équivoque possible, et très détaillés, qui leur ont été transmis publiquement et en off, enfin par des canaux secrets de communication. Et ça y est, ils se sont dit, oula, en fait, Poutine ne bluffe pas. Donc, d'abord, il y a eu les déclarations publiques de Poutine lui-même, où il a dit, en gros, la question n'est pas de permettre à l'Ukraine ou pas de tirer dans la profondeur, c'est de décider si l'OTAN est directement en guerre contre la Russie. Et si vous prenez cette décision, alors la Russie prendra des mesures appropriées face à ces nouvelles menaces. Donc, il a mis explicitement les États-Unis devant leurs responsabilités, y compris vis-à-vis de leur propre population. Donc, on arrête de jouer à se faire peur, de ne pas comprendre ce qu'on fait, si vous voulez. Voilà. Donc, ça, Poutine a été très clair. Si vous faites ça, si vous autorisez ça, ça veut dire que vous êtes en guerre contre nous. Voilà, l'Europe, l'OTAN et les États-Unis.
Il a rappelé évidemment que bon, les Ukrainiens ne pouvaient rien faire tout seuls, qu'ils ne pouvaient pas utiliser ces systèmes de haute précision tout seuls, sans les données de renseignement venant des satellites que l'Ukraine n'a pas. Je veux dire, donc il faut bien des satellites, elle ne les a pas. Hein. Et tout ça, ça ne peut se faire qu'avec du personnel de l'OTAN qui aide, qui forme, qui surtout appuie et voilà, aide de manière extrêmement concrète à l'usage de ces armements. Bon, Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a dit la même chose aux ambassadeurs étrangers le même jour, il a répété la même chose. Il a dit, voilà, il est clair que ces systèmes ne peuvent pas être utilisés sans l'aide concrète des Américains. Peskov a dit, donc le porte-parole du Kremlin, lui, que les déclarations du président avaient bien atteint leur destinataire. Et je pense qu'il parlait aussi d'autres échanges, des échanges entre services notamment, et que donc, même si Biden continuait à dire qu'on pourrait éventuellement autoriser, donc ça c'était avant vendredi dernier, hein, on pourrait éventuellement autoriser l'usage de ces armes, tout ça c'était de la chorégraphie politique, c'était pour continuer à amuser la galerie. Chaque jour qui passe rapproche de l'élection. Et donc, voilà, c'est un jour, entre guillemets, de gagné. Bon. Ensuite, il y a eu des déclarations de l'ambassadeur russe au Conseil de sécurité des Nations Unies en pleine session du Conseil de sécurité. Donc, lui, il a carrément dit, si les Américains autorisent cela, c'est une déclaration de guerre à la Russie. Et tout le monde l'a bien entendu. Voilà. Et enfin, l'ambassadeur de Russie à Washington a expliqué que les représailles ne toucheraient pas seulement l'Ukraine et l'OTAN et les pays de l'OTAN, mais aussi les États-Unis. Voilà. Et dernier point, pour en remettre une couche, et une couche, j'allais dire, plus profonde, c'est effectivement des échanges qui ont eu lieu entre services, probablement SVR et CIA, qui ont été extrêmement... Là, il y a eu des déclarations très, très explicites, concrètes et détaillées. Ils ont prévenu de ce qui serait fait si jamais Washington autorisait cet emploi de missiles longue portée. La réponse ne serait pas nucléaire, mais conventionnelle de niveau stratégique, avec des effets comparables à ceux d'une explosion nucléaire de niveau Hiroshima ou Nagasaki. Donc, c'est des petites armes nucléaires dites tactiques, bon, c'est quand même autour de 25 kilotonnes. Hein, donc voilà. Et tout ça, ce serait fait avec des missiles avant-garde, des missiles hypersoniques, vous savez, hyper précis, inarrêtables, etc. Et en fait, là, les interlocuteurs russes des services ont dit qu'ils cibleraient non pas seulement Kiev, hein, évidemment, mais aussi Bruxelles, Berlin, Londres et certains sites aux États-Unis, ce qui évidemment là déclenche une guerre nucléaire en fait, parce que peut faire l'Amérique sinon riposter. Bon, donc on est tous morts. À la fin, on est tous morts. Donc voilà, donc tout ça, ça a fini par devenir assez concret pour que les responsables américains viennent dire et notamment Burns, notamment Lloyd Austin, le chef du Pentagone, viennent dire au président Biden no way, c'est pas possible, vous ne pouvez pas autoriser cet emploi parce que ça va partir en vrille. Donc, est-ce que ça veut dire que la Russie ferait cela? Probablement. Mais elle peut faire aussi d'autres choses. Elle peut faire notamment, et ça a été aussi, je crois, dit, elle peut détruire les systèmes satellitaires Starlink. Elle peut détruire certains éléments des systèmes ISR américains, c'est-à-dire Intelligence, Surveillance, Reconnaissance américains. Donc en fait, elle peut, j'allais dire, rendre aveugle les États-Unis sur une grande partie de ces éléments qui lui permettent de savoir ce qui se passe dans le monde entier. Donc,
la Russie ne bluffe pas, la patience n'est pas de la faiblesse et elle a ses limites. Donc voilà, ça peut être aussi bien sûr des choses plus, j'allais dire plus ordinaires, c'est-à-dire bombarder quelques ponts sur le Dniepr. Ça peut être, et ça d'ailleurs Poutine l'a annoncé, renforcer la mobilisation. Il a annoncé 180 000 hommes de plus, ce qui va porter les forces russes, je crois, à 1,5 million. Ça peut être menacer, ça aussi, la Russie commence à dire qu'elle y songe, menacer les approvisionnements en certains métaux critiques, notamment le nickel, dont se sert encore aujourd'hui l'Europe et dont se servent aussi les États-Unis. C'est faire des pressions sur le Kazakhstan qui lui fournit encore beaucoup d'uranium à l'Europe et aux Américains. Bref. Voilà, la Russie a un certain nombre d'éléments. Pour l'instant, elle ne les active pas. Mais voilà, si on continue à faire les imbéciles et à faire, soi-disant, cuire la grenouille, boil the frog, c'est-à-dire step by step, en essayant d'enfreindre petit à petit toutes les lignes de résistance, toute la patience, etc., en se disant tout ce qui est pris, et c'est bon, et on continue, et tant que Poutine ne réagit pas, on continue, et on continue, et on continue. Bon, on fait ça depuis 2 ans et demi, mais je pense que là, on a compris. Donc, que s'est-il passé après, concrètement, après tous ces avertissements? Eh bien, le Premier ministre britannique qui allait arriver à Washington vendredi pour parler à Biden et pour lui présenter carrément une liste de cibles que la Grande-Bretagne et les États-Unis pourraient aider les Ukrainiens à atteindre, n'est-ce pas, avec leurs armes. Il s'est vu, il est tombé sur un os, puisque la veille, en fait, Biden a fait une déclaration claire disant que ce serait non, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, John Kirby, le porte-parole de la Maison-Blanche, a dit derrière qu'on avait bien compris ce que le président Poutine avait dit. Voilà, ça a été backé, ça a été soutenu bien sûr par Lloyd Austin, qui était contre, qui l'a aussi dit clairement à Biden. En fait, les États-Unis, d'une certaine manière, ne sont pas en état de faire la guerre à la Russie, du fait de l'avantage qui est encore là, peut-être pas pour toujours, certainement pas pour toujours, mais qui est encore là, à l'heure où nous parlons, de l'avantage russe en matière d'armes hypersoniques. Et ça, c'est encore une fois, on l'a suscité, on l'a créé nous-mêmes lorsque les Américains se sont retirés, enfin l'Ouest l'a créé, lorsque les Américains se sont retirés du traité anti-balistique missile, ABM. Et que les Russes se sont dit, bon, donc l'équilibre dissuasif est rompu, donc il faut qu'on trouve autre chose. Et c'est là qu'ils ont donné un coup d'accélérateur très fort aux armes hypersoniques. Bon, donc on est dans un... Donc que se passe-t-il aujourd'hui? Donc les Américains ont dit non. Évidemment, Blinken, Sullivan ont dû reculer, sont humiliés, Biden aussi d'ailleurs. Est-ce que ces faucons vont-ils vraiment abandonner? Est-ce qu'ils veulent que quelque chose arrive malgré tout, sans prendre conscience assez des risques, pour que la guerre puisse continuer, quel que soit le président élu? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'élection approche. Donc ils nagent en pleine auto-intoxication, ils ont complètement divorcé du réel, pourtant ils sont intelligents, ils sont formés, ils ont de l'expérience. Mais voilà, il n'y a plus de compréhension en fait de la gravité de la situation. Et je pense que c'est vraiment aussi le mépris de l'adversaire, le mépris très profond pour la Russie qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre la réalité de son niveau de puissance actuelle en fait. Donc il faut quand même se méfier, en tout cas jusqu'à l'élection, jusqu'en novembre, parce qu'il y a quand même de furieux idéologues qui cherchent la parade là. Donc, il y a une zone de grand danger à mon avis encore jusqu'au 5 novembre, mais là on a déjà échappé belle. Bon, je dirais aussi que tout cela est lié, bien sûr, car ça montre le niveau de folie, de bêtise et de panique avec la deuxième tentative d'assassinat de Trump. Alors,
Est-ce que c'est commandité? Est-ce que c'est un loup solitaire, ou est-ce que c'est un loup qui appartient à une meute, ou est-ce que c'est juste un illuminé pro-ukrainien maladif qui recrutait des Afghans pour aller se battre pour Kiev, qui d'un seul coup s'est dit maintenant je dois aller assassiner Trump. Bon. Tout ça, je n'ai pas de certitude. Moi, ça me semble. Moi, je ne crois pas au loup solitaire déjà d'une manière générale. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a un contexte qui est un contexte de violence politique tellement fou. Et ça, c'est pas Trump qui a donné ce contexte. C'est la guerre qui lui est déclarée depuis 2015. Donc, en le présentant sans arrêt comme l'homme qui menace la démocratie américaine, évidemment, on pousse un certain nombre d'illuminés à agir, y compris de manière ultra-violente. Mais il ne faut pas oublier que Trump, c'est aussi celui qui a dit qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine, et à tout l'argent qu'elle rapporte peut-être, et qu'il ne voulait pas de guerre nucléaire. C'est donc, en fait, et il est conseillé par Robert Kennedy Jr., par Tulsi Gabbard, par des gens quand même assez sérieux et assez clairvoyants et assez lucides. Donc en fait, Trump, il fournit la porte de sortie au délire américain et à l'impasse dans laquelle sont aujourd'hui les États-Unis dans cette affaire ukrainienne. Je ne parle même pas de la France, je pense aussi qu'il va falloir qu'on sorte de notre suivisme, surtout si du côté américain ça change et qu'on devient plus réaliste. J'espère que notre président de la République saura choisir un ministre des Affaires étrangères capable aussi d'avoir un niveau de lucidité, de compréhension du sujet, et capable peut-être de préparer la suite et donc une participation à une négociation. Ça me semble vraiment essentiel, mais bon, on va voir. En tout cas, jusqu'à l'hiver, il y a quand même une fenêtre d'opportunité qui peut être encore un peu favorable à Kiev. Je pense qu'après l'hiver, ce sera dramatique. Donc voilà, il est temps peut-être de changer un peu notre fusil d'épaule. C'est la guerre des médias mondiale. Enfin, moi, je l'ai appelée comme ça, la guerre du sens, le pouvoir de dire le vrai, le faux, le fake, le faux, dire le faux en le faisant passer pour du vrai, évidemment, c'est encore plus intéressant. Et là aussi, on nage en plein délire, parce que ça traduit, ce qui est en train de se passer traduit quand même une panique dans le camp occidental qui, moi, me renverse. Donc, en gros, il y a une offensive en règle contre RT, qui est accusée ni plus ni moins d'être une agence d'espionnage, en fait, russe, et d'agir comme telle, et de contribuer à diffuser une désinformation colossale, déstabilisante, etc., pour l'Occident, de laver les cerveaux des populations du monde entier, même à l'Ouest. Bon. Donc, en fait, en gros, si l'Amérique est en train de se faire humilier en Ukraine et dans un certain nombre d'autres régions du monde, c'est pas du tout à cause du fait qu'ils ont fait de mauvais calculs sur ce qu'était la Russie, ils ont mal calculé les forces de l'adversaire, ou alors peut-être que les populations, y compris occidentales, commencent à avoir une overdose de mensonges et que ça déclenche le dégoût, la défiance et le regroupement d'un certain nombre de peuples et de pays contre nous et contre regroupement de tous ceux qui ont compris ce qu'il en était, quoi, qui ont compris qu'on leur mentait trop, que c'était trop loin du réel et qu'on ne pouvait pas vivre éternellement dans une espèce de blocus informationnel qui est masqué naturellement par la transparence, la nécessité de donner une information vérifiée, etc. etc. C'est quand même une douce supercherie aussi, c'est vraiment l'imposture majeure. Là. Enfin bon, donc, encore une fois, je ne dis pas que les médias russes ne donnent que de véritables informations, mais ils donnent une partie, comme d'ailleurs beaucoup de canaux américains qui ne sont pas maîtrisés par le pouvoir, donnent une partie d'informations et de faits sur le conflit, sur son contexte, mais aussi sur le reste du monde, que tout simplement, on ne veut pas que les citoyens occidentaux
obtiennent. Voilà. On ne veut pas qu'ils puissent se faire leur jugement. Donc, expliquer maintenant que tout ce qui se passe, tout ce qui va mal, n'est-ce pas? Tout ce qui va mal en Ukraine. Bientôt, on va nous expliquer que l'Ukraine perd parce que RT fait son boulot, quoi. RT fait un boulot d'information, mais non, en fait, ce n'est pas de l'information, c'est du renseignement, c'est de l'espionnage, c'est ci, c'est ça, c'est de la déstabilisation. Et donc, c'est pour ça qu'on perd. Mais c'est tellement puéril, c'est tellement stupide. C'est pas du tout ce genre de questions qu'il faut se poser. Si RT arrive, et d'autres canaux, et c'est la même chose pour Telegram d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on leur reproche aussi, arrive à atteindre en fait les esprits des gens qui veulent réfléchir un petit peu à la réalité de la situation internationale, ce n'est pas parce qu'ils leur mentent, c'est parce qu'ils leur disent autre chose. Et à vrai dire, bien souvent, quand même, des choses réelles. Ne serait-ce que sur l'arrière-fond du conflit, ne serait-ce que... Enfin, il y a beaucoup de choses quand même qu'on ne peut même pas trouver. Donc, en fait, on est en train d'essayer de faire revivre l'idée d'une conspiration, du Russiagate aux États-Unis, toutes ces théories, juste avant les élections, en espérant que ça va avoir un effet et que la peur du russe ou l'impression de se faire, comment dirais-je, désinformer par les médias russes va agir en faveur des démocrates, parce qu'en fait, à la fin, c'est quand même ça le sujet. Bon. Donc, je pense vraiment que ça pose un problème de fond. C'est-à-dire, on ne peut pas juste se contenter de trouver des boucs émissaires à nos propres fautes et à nos propres échecs en matière de soft power. Quand je dis nous, parce que certaines personnes me disent dans les commentaires, mais non, vous dites nous, mais c'est pas nous. Quand je dis nous, je parle évidemment de l'Occident, je parle de l'Ouest, je ne parle pas des gens qui sont à l'Ouest, comme vous et moi, qui ont un niveau de conscience un peu plus élevé ou qui veulent s'informer, etc. Je dis d'une manière générale, les politiques menées par nos États qui, malheureusement, nous englobent dans leurs décisions. Bon, donc on est dans une situation d'échec, de discrédit, de baisse de notre influence. Mais pourquoi? Parce qu'on ment trop. Voilà, et parce que c'est devenu trop visible. Et que les gens ne le supportent juste plus. Et que quand ils ont une autre information, même si elle-même peut comporter des excès, des mensonges, etc., eh bien forcément, ils lui accordent un crédit. Ils lui accordent un crédit parce que, à vrai dire, après, quand on regarde quand même la situation, on se rend bien compte qu'on nous raconte des cracks, quoi. Voilà, je ne parle que de l'Ukraine ici, mais bon... C'est le cas pour beaucoup de choses. Donc, je pense que cette offensive à but électoral assez clair, hein, de court terme, offensive américaine contre RT, en l'accusant d'être une agence de renseignement, en l'accusant de fomenter la déstabilisation, par exemple en Moldavie, etc., etc. C'est complètement... c'est voué à l'échec. Et puis alors surtout, bon, c'est un peu comique, parce que si vous voulez, c'est quand même l'Occident, c'est quand même l'Europe, c'est quand même l'Amérique, qui sont à l'origine de la déstabilisation et de la désinformation dans beaucoup de ces pays, et de coups, et de révolutions de toutes les couleurs, enfin, il faut quand même être sérieux. Donc je sais pas, c'est énorme, on est dans un conte, quoi. On ne se rend pas compte. Alors, aux États-Unis, il y a une agence qui s'appelle US Agency for Global Media, bon, ok, elle a presque 1 milliard de budget, et en fait... voilà, en dépit de tout ça, elle n'arrive pas à prouver que l'érosion globale du soutien à la guerre de l'Occident contre la Russie en Ukraine, via l'Ukraine, est due
dû peut-être simplement au fait qu'il y a une prise de conscience des gens et des populations, que cette guerre doit se terminer, qu'elle n'a pas de sens, qu'elle n'a ni queue ni tête, qu'elle a été très très largement préparée de notre côté. Bon, voilà. Donc, c'est une longue bataille pour que la vérité arrive à se frayer un chemin entre les monceaux, les montagnes de mensonges. Et pendant ce temps, beaucoup de gens meurent, évidemment. Ce serait... Voilà. Donc, je pense que... Voilà, on va arriver... On est dans une forme d'échec de notre capacité à manipuler les perceptions des populations de plus en plus, parce qu'en fait, on a cette déconnexion entre les narratifs qu'on propose et le réel d'une situation. Et maintenant, il y a effectivement d'autres médias, d'autres canaux, innombrables, qui proposent, y compris à l'intérieur du camp occidental, comme je l'ai dit. Hein, je rappelle que les meilleurs spécialistes du conflit ukrainien sont américains, hein, à l'heure actuelle. Et donc, voilà, tant qu'on ne comprendra pas ça et qu'on n'essaiera pas de recoller un peu au réel dans nos politiques, et de sortir de l'idéologie, et de sortir de la haine, et de sortir de cette espèce de volonté furieuse de vouloir maintenir notre hégémonie qui est morte. Voilà, elle est juste morte. Donc il faut arrêter, elle est morte et enterrée. Voilà, donc il faut passer à autre chose maintenant. Donc, bon, je dis ça, mais... Et en tout cas, que se passe-t-il pendant que on fait tous ramdam à Washington contre RT, etc., juste pour embêter les Russes, bon. Eh bien, il y a un sommet des médias des pays des BRICS à Moscou du 13 au 17 septembre, dont la déclaration finale dit « Les médias des pays des BRICS sont convenus de créer un nouvel ordre mondial grâce à leurs seules ressources d'information, un ordre mondial multipolaire, juste, égalitaire, fondé sur le droit international et les principes d'égalité, de respect de la souveraineté, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et d'une sécurité indivisible. » Et je veux terminer là-dessus parce que je trouve que là, en quelques lignes, bien sûr, de notre côté du monde, on expliquera que tout ça, c'est des mensonges, que ce soit la Russie ou la Chine qui, bien sûr, propose et encourage et encadre, à vrai dire, ce discours. C'est du flanc, qu'en fait, c'est une nouvelle domination, c'est un nouvel hégémonisme, etc., etc. On ferait bien de comprendre, en fait, que là-dedans, dans ces quelques lignes, vous avez tout ce que recherche une immense majorité des pays du monde. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, du côté occidental, réfléchir à leur proposer une nouvelle forme de relation qui ne soit pas une relation de pure domination, de pur contrôle, de pure pression, où ils ne trouvent évidemment pas et plus leur compte, pour essayer de retrouver un peu notre crédit, parce que sinon, on est en très 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 mauvaise posture et ça augure extrêmement mal des prochaines années, avec toutes les conséquences économiques, géoéconomiques, stratégiques, militaires, sécuritaires, et je ne parle même pas des questions de société, enfin, voilà, d'idées, de perception, de conception du monde que cela va avoir. Donc, voilà, c'est un souhait. Je pense que cette petite déclaration finale, à ces quelques lignes, on a tout. On a tout là-dedans. Multipolarité, justice, égalité, droit international, respect de la souveraineté, non-ingérence dans les affaires intérieures des États et sécurité indivisible. Vous savez ce que ça veut dire, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Sécurité indivisible, ça veut dire qu'on n'augmente pas sa sécurité aux dépens des autres. Voilà. Donc ça veut dire en fait qu'on trouve des équilibres sécuritaires qui font que chacun ne se sent pas directement menacé d'une manière importante par les autres. Voilà. Il faudrait déjà appliquer cela à l'Europe, à l'OTAN, à l'Ukraine. Bon.
Et ça devrait être les bases d'une négociation sur une sortie de crise, une sortie de ce conflit terrifiant. Voilà, écoutez, je vais vous... Tout ça, c'est les variations sur un même thème, hein, parce qu'en fait, ce discours, que ce soit les Russes, les Chinois, les Indiens, les Sud-Africains, les Brésiliens, bon, et je ne parle pas des nouveaux membres des BRICS, dits des BRICS+, qui forment avec les 5 autres les BRICS+, tous ces gens-là professent cela et le déclinent dans tous les domaines. C'est-à-dire, si vous regardez tous les sommets de ces pays sur tous les sujets, il y a toujours à la fin quelque chose de cet ordre-là, avec ces principes-là. Donc c'est quand même, il faut en tenir compte. On ne peut pas juste faire comme si c'était de la poudre aux yeux. Ce n'est pas de la poudre aux yeux. Ce sont des préoccupations de fond. Et c'est à mon avis là-dessus que va se structurer le nouvel ordre international. Et si on ne le comprend pas, on n'en fera pas partie. Voilà, on sera dans la partie chaotique, qui laissera les autres largement indifférents.